Avoir un vagin de jument. Moi, en tous les cas, je ne m'y suis jamais risquée. À côté de sa porte s'échappait d'une monumentale marmite qu'elle mettait à bouillir, une acide vapeur de choucroute dans laquelle baignaient des pieds de cochon. Son plat préféré, vous voyez ? Ouais. Dans la chambre contiguë, celle où l'on entendait la musique viennoise mêlée au pépiment des Canaries, c'était Mélita. Enceinte à l'époque, les cheveux brûlés par les permanentes, une grande bouche comme un camélia sanglant dans un visage de craie. Déjà 4 gosses placés à la campagne. Son mari était au pénitencier. Elle ne prenait que les blancs, car les noirs, son ami Jimmy, un petit noiro frisé, ne lui aurait pas permis. Au fond du couloir, il y avait Helga, enceinte elle aussi. Elle était blonde, avec des yeux bleus, une fossette rieuse au menton, bien qu'on eût toujours l'impression qu'elle pleurait en cachette. Et enfin, à côté de ma chambre, il y avait Maria, une petite Yougoslave aux yeux verts, à la poitrine menue, aux chignons d'écolière serrés sur la nuque. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, parce que son fiancé la surveillait. Bravo. Bravo. Julie, vous vouliez absolument nous parler de Griselidis. C'est vrai que c'est une femme, d'abord, je pense ce qu'on peut dire d'elle, c'est qu'elle est libre. Voilà, c'est une femme extraordinairement libre. Moi, je suis tombée en amour de Griselidis. J'avais travaillé auparavant sur un texte érotique de Louis Calafert, La mécanique des femmes, qui est un texte magnifique. C'était une parole d'homme, avant tout. Et tout d'un coup, cette femme, Griselidis, qui était dans une famille quand même traditionnelle, dont le père était décédé en Égypte, se retrouve mariée dans les années 60, avec tout d'un coup un gosse, et elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on m'impose ? Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a tout ce cachet de l'érotisme, du rapport des corps, qui était quelque chose qui était tabou, et qui est encore présent, enfin qui est très tabou encore, mais qui pourtant est là. Donc c'est une réalité dont on ne parle pas. Donc c'est terrible. Il y a cette dichotomie. Et donc elle en a eu marre. Et elle est partie avec son amant noir, qu'elle avait tiré d'un hôpital psychiatrique. Et elle s'est retrouvée en Allemagne. Donc cette bonne Suissesse s'est retrouvée en Allemagne, sans argent, sans rien, sans papier. Et à l'époque, les femmes sans papier, sans argent, elle s'est mise en prostitution. Mais elle l'a fait avec une espèce de... Elle l'a scandé comme une liberté. Donc c'est vraiment c'est une féministe qui choisit la prostitution. On lui aurait présenté autre chose, elle aurait fait autre chose. Mais elle l'a fait avec cette espèce de bonne foi et on le voit de l'intérieur. Et c'est important. Ce qu'on évoquera tout à l'heure d'ailleurs, cette question de la prostitution, on y reviendra. C'est une écrivain qui, on l'a peut-être pas trop entendu sur cet extrait, mais qui peut aussi avoir un langage extrêmement cru. Plus qu'érotique. Jérôme, voilà. Vous connaissez un petit peu Griselidis. Il y a d'abord l'approche de l'écriture féminine qui est différente, mais pour vous, j'imagine, comme pour vous, Michel, ça doit être très difficile de trouver le juste milieu entre ce qu'on pourrait nommer la littérature pornographique et la littérature érotique. Je ne sais pas s'il y a un milieu. Je ne sais pas s'il n'y a pas une gradation entre une sorte d'apathie et puis toutes les gradations possibles de l'amour, de la sexualité, jusqu'à la pornographie qui, étymologiquement, on en parlait tout à l'heure, désigne le fait de représenter la prostitution. Puis ensuite, par extension, de représenter l'obscène. Alors, tout dépend du niveau où vous placez le début de l'obscénité. Jusqu'à l'obscénité, on serait dans l'érotisme, je pense. C'est vrai que c'est la même. Il y a une idée centrale, si je puis dire. Mais autour de cette idée centrale, il y a une évolution. C'est vrai que au XVe, au XVIe siècle, on écrit de façon un petit peu façon bluette. C'est mignon, comme tout l'érotisme à ce moment-là. Il faut attendre que n'arrive le marquis de Sade. C'est lui qui donne véritablement le coup d'envoi et qui est normand. Enfin, son épouse était normande puisque quand il était poursuivi par la justice, il venait se réfugier dans l'Orne chez son épouse au château des Chauffours. Et elle avait la gentillesse de l'accueillir. Mais c'est vrai qu'avant Sade, écoutez, j'ai découvert un petit poème que je trouve tout à fait charmant d'un poète normand, forcément, puisque c'est Normand Dinelove, et qui est originaire de Lyons-la-Forêt. Ce poète, c'est Benserade, Isaac de Benserade, qui vivait à Versailles. Et voilà comment lui concevait l'érotisme. C'est tout à fait charmant, vous allez voir. Il disait, Madame, je vous donne un oiseau pour étrenne, duquel on ne saurait estimer la valeur. S'il vous vient quelque ennui, maladie ou douleur, il vous rendra soudain à votre aise et bien saine.
Il n'est mal d'estomac, colique ni migraine qu'il ne puisse guérir, mais surtout il a l'heure que contre l'accident de la pâle couleur, il porte avec soi la drogue souveraine. Une dame le vit dans ma main l'autre jour qui me dit que c'était un perroquet d'amour, et dès lors m'en offrit bon nombre de mots noirs. Des autres perroquets, ils diffèrent pourtant, car eux fuient la cage, et lui, il l'aime tant qu'il n'y ait jamais mis qu'il n'en pleure de joie. Voilà, c'est tout à fait exquis et je crois qu'il faut attendre véritablement le XVIIIe siècle pour entrer dans l'érotisme plus... Vous parliez du Marquis de Sade, justement, l'impression qu'on a quand même, c'est qu'avec Maupassant, Flaubert, on est passé là, finalement, à la vitesse supérieure. Mais on est revenu, Jérôme, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou Julie, à un moment, on ne disait plus rien dans la littérature érotique. Je pense que le Marquis de Sade ou Rétif de la Bretonne de la même époque sont allés très très loin jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui de la pornographie écrite dans la philosophie dans le boudoir. Vous avez des passages qui sont quand même assez soutenus en termes de pornographie. Et puis le siècle d'après, on va voir même un Maupassant qui à un moment ou à un autre se lance dans la tentation de la poésie érotique. Et si je vous en lis un passage en réponse à Monsieur de Decker, sous ma bouche, ses seins avaient un goût d'amande comme un laurier sauvage ou le lait parfumé qu'on boit dans la montagne aux mamelles des chèvres. Elle se débattait, mais je trouvais ses lèvres. Ce fut un baiser long comme une éternité qui tendit nos deux cœurs dans l'immobilité. Voyez, la tentative de Maupassant vers l'érotisme. On est quand même dans la réserve. On va poursuivre avec Julie maintenant. Julie, simplement, vous allez nous présenter un deuxième extrait de l'adaptation toujours de l'œuvre de Griselidis Réal. Vous vouliez dire quelque chose juste avant ? Pour rebondir, et peut-être vous allez par rapport en tant qu'auteur, vous devez plus connaître un peu toutes les propositions qu'on a eues, mais j'ai quand même bien l'impression que pendant longtemps, la littérature érotique ou plus extrême comme celle de Sade est quand même une littérature très masculine. Et c'est... Voilà, et j'avais abordé, en travaillant sur l'œuvre juste avant de Calafert, je me suis dit, tiens, à quel moment est-ce que les femmes vont s'en saisir, ou tout d'un coup on pourra enfin avoir une autre parole de l'autre côté. Parole aux femmes, justement, avec Griselidis, avec un deuxième extrait. Alors cette fois, là tout à l'heure, c'était une galerie de portraits, là on rentre véritablement, allez-y Julie, allez-y, hein. On va rentrer véritablement dans les coulisses de la Maison Close, toujours à Munich, nous sommes dans les années 60. Julie, c'est à vous. Les hommes succédaient aux hommes comme le printemps à l'hiver, mais la température s'ajustait surtout à leur porte-monnaie comme à Payday, jour de paye de l'armée américaine. La maison résonnait du pas des soldats, ça gueulait toute la nuit, ça trépignait, ça chantait du haut en bas, personne ne dormait. Des grappes de noir obstruaient la porte des paliers, les pieds dans un lac d'urine accroché aux sonnettes. Une odeur de fauve remplissait le couloir. Toute la nuit, il y avait des bagarres, des hurlements, des bruits de chute, des coups. 2 flics en civil montaient la garde au rez-de-chaussée appuyés contre le mur. Quand ils en avaient marre de rester debout, ils s'asseyaient sur l'escalier. Dans certaines chambres, on recevait des noirs, dans d'autres, des blancs. Les soldats en caleçon faisaient la navette entre les cabinets et les lavabos de la salle de bain, une serviette à la main. En se croisant dans le corridor, ils se disaient « Hello !» sans aucune gêne. Il y avait aussi quelques Allemands. Mais comme le disait Hélène, les soirs de paix, ils avaient la trouille. Alors ils préféraient venir l'après-midi ou le reste du mois quand les soldats étaient fauchés. Pendant des heures, la baraque tremblait, hurlait, ébranlée par les claquements des portes, les jurons en allemand et en anglais, les cris hystériques des filles. Le bruit était si fort qu'on n'entendait même plus la musique des pick-up et des télévisions qui pourtant braillaient à toute volée. À 6h du matin, après une accalmie, il y avait une nouvelle vague de coups dans les portes. C'était les Halbstarken, de jeunes blousons noirs allemands qui avaient bu toute la nuit. Ils n'avaient plus d'argent et voulaient à toute force se faire ouvrir. Les soldats donnaient des coups de botte à défoncer les murs, les portes se fendaient. Elles tenaient jusqu'à l'arrivée de la MP, la Military Police américaine, qui venait récupérer les soldats restés endormis. On entendait gueuler la phrase rituelle dans les couloirs « Any soldiers here ?» Puis tout s'apaisait. À 7h du matin, on entendait chanter les oiseaux sur les arbres de l'avenue. Le premier tramway passait dans un grincement de ferraille. On allait enfin pouvoir dormir. À 15h, une petite vieille paysanne aux yeux bleus délavés arrivait sans rien dire. Elle tenait dans sa main un carton sous lequel des préservatifs étaient dissimulés. Les messieurs qui montaient lui achetaient des bouquets.
Voilà, Toi l'imbécile sort. Julia Lamotte et la Compagnie des Pas Perdus seront en représentation en octobre, en novembre. D'abord à Rouen, puis à Orléans. Merci encore Julie. On a parlé de prostitution. C'est vrai qu'actuellement, sur le plan politique, on est plutôt parti dans une phase d'abolition, c'est-à-dire qu'on veut une société sans prostitution. Philippe, comment ça se passe chez vous au Québec? Est-ce qu'on est aussi dans ce même rapport à la prostitution, dans la pénalisation de la prostitution? Oui, je vois mal comment le débat pourrait changer vers l'abolition de la prostitution, même si c'est quelque chose que, oui, tout le monde connaît l'existence de la prostitution. Le gouvernement est plutôt conservateur ces temps-ci, et donc on a au moins 4 ans encore d'un gouvernement conservateur, et ça n'est pas dans ses priorités. Ça fait pas débat chez vous? Très peu, très peu. C'est-à-dire que c'est pas considéré comme le plus vieux métier du monde, qui d'une certaine manière peut aussi éventuellement se comprendre, être accepté. Non, c'est quelque chose qu'on estime comme être mal, d'une certaine manière. Peut-être pas mal, mais caché. Donc on préfère que ça reste dans l'ombre, même si tout le monde sait très bien que ça existe dans toutes les grandes villes ou dans toutes les villes du Canada et du Québec. Donc c'est quelque chose qu'on accepte, mais qu'on ne veut pas nécessairement légaliser. On parlait, c'était très intéressant, des femmes tout à l'heure, et de la façon dont les femmes parlaient d'érotisme, de pornographie. Michel? Oui, mais je crois qu'il faut attendre à peu près 1650 avant qu'une femme ose afficher officiellement et écrire son érotisme. C'est la belle courtisane Ninon de L'Enclos, dont je développe le corset d'ailleurs dans mon ouvrage, qui elle raconte ses aventures, et Dieu sait qu'elle a quelque chose comme 500 aventures sentimentales, et elle ose les raconter. Et c'était risqué, parce que la plupart de ces dames qui gagnaient leur vie à la sueur de leurs reins, si je puis dire, eh bien, risquaient le couvent ou la déportation vers le Nouveau Monde, précisément, comme Manon Lescaut, qui est merveilleusement racontée. Donc, elle risquait gros. Et peut-être même, parfois, le bûcher, place de Grève, quand elles étaient, ou tel amant était reconnu pour avoir commis le péché de bougrerie, comme on disait, la sodomie. Tout ça, ça méritait le bûcher encore en 1650. Julie? Et ce qui me touche chez Griselidis Réal, c'est donc on n'est pas dans le débat, on est d'accord je vous en prie. Dès qu'il y a exploitation en fait de quelle que soit la forme, de toute façon, c'est effectivement répréhensible là. En revanche, elle parle d'une prostitution choisie, elle parle du rapport humain qu'il y avait, parce que c'est pas forcément les gentils, les méchants, et elle ose, en fait, dans son fonctionnement, ne pas se racheter une conduite et proposer un autre regard. Et c'est intéressant d'avoir enfin, comme vous parliez, une femme qui, de l'intérieur, en le vivant dans sa chair et dans son corps, Griselidis, elle n'aimait pas les comédiens. Parce qu'elle disait, eux, ils racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et qui parle de l'intérieur, de quelque chose qu'elle vit de l'intérieur, avec la capacité de pouvoir l'exprimer par des mots. Parce que les mots, c'est quand même l'instrument du pouvoir dire de l'intérieur nommer, dire les choses. Jérôme, on parlait tout à l'heure de l'écriture parfois crue de Griselidis. Vous préférez, vous avez longtemps préféré l'écriture féminine ou la version féminine de l'érotisme, la façon dont elle l'évoquait? Au XXe siècle et au XXIe siècle, ce qu'on nous propose essentiellement comme érotisme soft et esthétique est écrit par des femmes. Vous pouvez regarder le marché de l'érotisme littéraire, les femmes dominent largement le... Vous n'aimez pas d'ailleurs le milieu littéraire érotique à proprement parler, et qui est trusté plutôt par les hommes, encore aujourd'hui. Vous l'aimez pas trop, ce milieu-là? Non, pas spécialement. Enfin, il faut essayer de trouver une posture entre ce qu'écrivent les femmes, qui est souvent beaucoup plus doux, ce qu'écrivent les hommes, qui est peut-être un petit peu plus dur. Et puis, prenons le parallèle avec le cinéma, par exemple, entre eux, le cinéma érotique, très difficile de... Philippe, est-ce que vous avez, en tant que citoyen, consommateur éventuel, est-ce que vous pensez, qu'il y en a pour tous les goûts, finalement, que les hommes, les femmes s'y retrouvent, qu'on n'a pas une vision trop machiste ou trop féministe de la littérature érotique? Comment vous voyez les choses, vous? Non, je crois au contraire que ceux qui veulent peut-être quelque chose d'un peu plus masochiste, comme vous avez dit, iraient plus vers la porno, tandis que la littérature érotique, je crois, a une audience beaucoup plus vaste, beaucoup plus, peut-être même raffinée d'un certain point. Absolument. Donc, c'est un peu comment je vois la chose, oui. Voilà, merci à vous quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. On va maintenant poursuivre en écoutant à nouveau Pablo Elcock, qui nous propose sa version de sonnet de Shakespeare, toujours avec cette voix à la Tom Waits si particulière. On l'écoute. Worry by toil, haste me to my bed. The
till repose falling, with travel tired, but then begins a journey in my head to walk my mind. When body's works expired, low thirst by day, my limbs, by night, my mind. For thee and for myself, no quiet find. For there my thoughts from far where I bide, intend the zealous pilgrimage to thee, and keep my drooping eyelids open wide, looking on darkness which the blind do see. Low thirst by day, my limbs, by night, my mind. For thee and for myself, the quiet find. Save that my soul, imaginary side, breathe inside shadow to my sightless view, which like a jewel hung in ghostly night makes black night beauteous, and her old face new. Low thirst, low thirst, low thirst, low thirst, low thirst, by day my limbs, by night my mind. For thee. Merci Pablo Elcock. Un mot sur votre actualité. Vous travaillez autour de la mise en chanson de sonnets de Shakespeare et vous cherchez des gens pour vous donner un coup de pouce. À bon entendeur, salut. On se retrouve le mercredi 28 mars pour évoquer, depuis la cité de la mer de Cherbourg, le 100e anniversaire du naufrage du Titanic et parler des plus belles épaves de la région. Et puis ne partez surtout pas, à suivre dans une poignée de secondes le documentaire La saga des paysans de Thierry Durand. Allez, passez une très bonne nuit.